Eh bien, c'est la bonne manière de poser la question de ce qui se passe. Adopter une perspective à long terme. La majorité de la population mondiale vit en Asie, environ 60%. Pendant la majeure partie de l'histoire, cela signifie qu'environ 60% de l'économie mondiale, la production mondiale, était générée en Asie, autant qu'on puisse en juger lorsque les historiens se penchent sur le passé et tentent de reconstituer des estimations économiques. Au cours des derniers siècles, cela a changé de façon décisive avec l'essor de l'Europe et de l'Atlantique Nord, car au XIXe et XXe siècle, bien sûr, les États-Unis sont devenus la première économie mondiale. L'Asie a été éclipsée dans ce processus. Et pas seulement éclipsée, bien sûr. Elle a été dominée par les puissances impériales européennes. Si l'on regarde vers 1820, l'Asie représentait encore plus de la moitié de l'économie mondiale. Mais en 1950, après 150 ans d'ère industrielle dominée par l'Europe et les États-Unis, l'ensemble de l'économie asiatique était tombé à environ 20% de la production mondiale, alors qu'elle représentait auparavant environ 60%. Cela signifiait que la Chine avait été complètement éclipsée et en fait attaquée, et avait perdu de nombreuses guerres, d'abord contre l'Occident lors des premières et deuxièmes guerres de l'opium, puis plongée dans le chaos pendant la soi-disant rébellion des Taiping au milieu du XIXe siècle, soumise aux privilèges extraterritoriaux, aux droits ou à la domination des puissances européennes en Chine à la fin du XIXe siècle, puis envahie à plusieurs reprises par le Japon, à commencer par la guerre sino-japonaise de 1884-1895, suivie de plusieurs invasions japonaises au XXe siècle, dont les invasions massives des années 1930, et enfin la guerre civile en Chine dans les années 1940. Cela signifiait qu'au moment de la fondation de la République populaire de Chine en 1949, la Chine avait traversé environ 110 ans de défaites dévastatrices, ce que la Chine appelle le siècle de l'humiliation. La part de la Chine dans l'économie mondiale était estimée à environ 2% de la production mondiale pour environ 20% de la population mondiale dans les années 1950. En d'autres termes, la Chine avait complètement disparu de son rôle historique majeur dans le monde. Pendant au moins un millénaire d'ailleurs, de 500 à 1500 après J.J. avant le début de l'ascension européenne, la Chine dominait clairement le monde dans de nombreux domaines technologiques. La poudre à canon, la machine à vapeur, la monnaie papier, la boussole, la navigation océanique à grande échelle, et la liste pourrait continuer encore longtemps. Donc, Glenn, l'histoire que nous voyons aujourd'hui, si l'on adopte une perspective historique très très longue, c'est le retour de la Chine au premier rang des puissances mondiales, tant sur le plan de la productivité économique que de la technologie. En un sens, la Chine est revenue à son rôle plus traditionnel dans le monde, que l'on a pu observer pendant une grande partie des 2 derniers millénaires, en fait. La montée de la Chine, dans ce sens, doit être comprise comme un rééquilibrage de ce qui était absolument déséquilibré, à savoir un monde dominé par l'Europe. Bien sûr, il est très difficile pour les Européens et les Américains de comprendre que l'idée de la domination européenne dans le monde est devenue une évidence absolument naturelle. Et cela est vrai depuis plusieurs centaines d'années, en réalité. À mesure que l'Europe gagnait en puissance, que les empires européens dominaient d'autres parties du monde, des idéologies entières, des systèmes de croyances, la réécriture de l'histoire, beaucoup de racisme, on peut le dire, même de la part des plus grands penseurs de l'histoire mondiale en Occident en sont venus à affirmer, eh bien, la domination de l'Europe est naturelle. La supériorité culturelle européenne, peut-être la supériorité raciale, quelle que soit l'argumentation, la supériorité européenne est naturelle. Bien sûr, nous sommes maintenant à la fin de cette phase de l'histoire. Et il faut comprendre qu'il ne s'agit pas seulement du retour de la Chine. C'est aussi le développement rapide de l'Inde.
c'est le développement rapide de l'Asie du Sud-Est, des pays dits de l'ASEAN. C'est le développement rapide de certaines régions d'Asie de l'Ouest, dans les pays du Golfe, par exemple. Tout cela met fondamentalement fin à la vision eurocentrique du monde, ou à ce qui, de la fin du XIXe siècle au début du XXIe siècle, est devenu la vision du monde centrée sur l'Atlantique Nord et l'OTAN, et qui, à la fin du XXe siècle, est devenue la vision du monde centrée sur l'Amérique. Lorsque de tels déséquilibres temporaires d'économie et de pouvoir apparaissent, comme je l'ai dit, on a aussi tendance à les soutenir, ou je dis on, mais la tendance est qu'un rempart est placé sous eux, dans un sens idéologique, religieux ou philosophique, pour affirmer que ce déséquilibre est naturel. Aux États-Unis, l'idée de l'exceptionnalisme américain est très ancrée. L'idée que, oui bien sûr, l'Amérique domine le monde, fait profondément partie du système de croyance. Ce n'est pas un élément superficiel. Ainsi, la montée en puissance de la Chine est perçue avec inquiétude. Elle est vue avec mépris. Elle est vue avec crainte. Elle n'est pas considérée avec sérénité. Je ne connais aucun dirigeant américain qui dise « Eh bien sûr, la Chine est une grande puissance qui a une longue histoire de grandeur civilisationnelle. Il est donc naturel qu'elle réussisse. » Ce que l'on entend, c'est « La Chine est la grande menace pour le monde. L'ascension de la Chine doit être stoppée. Nous devons contenir la Chine. Nous devons nous préparer à la guerre. La Chine a triché et volé pour retrouver ou relancer son économie. » C'est artificiel. La Chine va s'effondrer. En d'autres termes, il existe de nombreux points de vue erronés, superficiels, biaisés et parfois ouvertement racistes qui servent à renforcer ce sentiment de supériorité aux États-Unis, sentiment qui s'est construit au fil de 2 siècles. Je vous remercie donc d'adopter une perspective à long terme. Car c'est précisément ce qui manque généralement pour comprendre les grands changements dans la performance économique et technologique relative de notre monde aujourd'hui. Il s'agit d'un rattrapage naturel de la part de ceux qui étaient restés très en retard au cours des 2 derniers siècles, pour diverses raisons fascinantes et complexes. Mais ce déséquilibre qui s'est développé en faveur de l'Atlantique Nord par rapport au reste du monde s'est atténué et est en train de prendre fin à l'heure actuelle.